Ça fait quand même un bon moment que les palmarès cyclistes ne sont plus seulement l'apanage des Européens. On connaît le passé tumultueux des Américains et de leurs structures qui ont un temps influencé le cyclisme mondial. La réputation des grimpeurs sud-américains n'est également plus à refaire, et même les Sud-Africains, et plus récemment quelques Érythréens, sont parvenus à inscrire leur nom au palmarès de prestigieuses épreuves. La pratique sportive du cyclisme n'échappe pas aux dynamiques mondialistes. Et si les compétitions sont encore aujourd'hui majoritairement eurocentrées, quelques épreuves ça et là parviennent à obtenir une place de choix dans un calendrier bien chargé. On peut penser au Tour de San Juan en Argentine, dont il sera question très prochainement sur la chaîne, aux compétitions du golf persique et de leur soft power manifeste sur les petits papiers du vélo, mais également plus tard dans la saison aux épreuves canadiennes, ou même en Asie, au Langkawi et sur la Japan Cup. Bref, après cette introduction, il reste un pays et ses épreuves dont il faut qu'on parle. Bienvenue pour cette présentation du Tour Down Under. Avant d'aborder la course, son parcours et ses enjeux, je crois qu'il est important que l'on recontextualise un peu le cyclisme australien. Phil Anderson a été l'un des premiers à ouvrir la voie. Porteur du maillot jaune 2 années consécutives, 5e et meilleur jeune du Tour de France 1982 et auteur de quelques succès de renom, Anderson a montré au monde qu'il allait falloir compter sur l'Australie dans les années à venir. Avant de briller sur route, le cyclisme océanien est avant tout une institution de la piste. Et fort de cet héritage et des structures qui permettent son exercice, c'est en toute logique que ce soit le contre-la-montre puis le sprint qui ont permis à certains Australiens de se faire un nom dans la hiérarchie cycliste. Bradley McGee, redoutable sur les prologues, portait le maillot de leader des 3 grands tours. Michael Rogers, 3 fois vainqueur du championnat du monde du contre-la-montre, détenait le record de victoires sur l'épreuve avant l'avènement de Cancellara et Martin. Entre 2003 et 2006, Baden Cook puis surtout Robbie McEwen ramenaient 4 maillots verts et 25 étapes entre la Grande Boucle et le Giro. Puis peu à peu, le cyclisme australien s'est diversifié, étendant son talent à toutes les typologies d'épreuves. Stuart O'Grady et Matthew Hayman emportaient 2 Paris-Roubaix, quand Simon Gerrans s'emparait de Liège et de San Remo. Cadel Evans, lui, faisait résonner l'hymne australien sur les Champs-Élysées et du côté de Mendrisio quand il devenait le premier Australien vainqueur du Tour de France et des championnats du monde. Et tout récemment, Jay Hindley imitait son illustre compatriote en revêtant le splendide maillot rose. Bref, l'Australie, c'est du costaud et une des nations les plus prolifiques du calendrier cycliste. Et en réalité, je pourrais étendre ma liste à d'autres grandes individualités. Mais je pense que l'on peut vraiment décréter que la force de l'Australie, et aussi, il faut pas se le cacher, des investisseurs du pays, c'est d'avoir su parier sur un développement massif de la formation avec la création de nombreuses structures, dont l'équipe Jayco, anciennement Orica Green Age. En ce qui concerne le sujet de cette vidéo, l'Australie a le droit à son moment de gloire avec la tenue annuelle de 2 épreuves World Tour, dont son tour national, le Santos Tour Down Under. Et la première chose qu'il est important de relever, c'est la raison de son existence. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je suis convaincu qu'une course cycliste est toujours à percevoir en regard de l'environnement médiatique et économique dans lequel elle évolue. On a souvent tendance à l'oublier en tant que spectateur, mais la tenue d'une course ne reste possible que du fait d'un équilibre parfois précaire entre rentabilité, promesses et résultats. Et justement, le Tour Down Under, lui, est à l'initiative du financement de l'État d'Australie méridionale, qui avait à cœur de faire du Tour australien un argument touristique à part entière, à même de booster l'économie de la région. N'oublions pas que le mois de janvier correspond à l'été en Océanie, et que les grandes vacances scolaires d'été que nous connaissons, nous, Européens, sont, pour les Australiens, de décembre à janvier. Au même titre que le Tour de France est un argument touristique de poids au cœur de l'été, pour les Australiens passionnés de vélo, et il y en a, le Down Under, c'est l'occasion de conclure en beauté ces précieuses vacances. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le retour ultra médiatisé de Lance Armstrong en 2009, dont la reprise à la compétition s'est faite justement au Tour Down Under, a été largement motivé par une prime d'un peu plus d'$1 million versée aux Texans de la part, directement, de l'État d'Australie méridionale. Une certaine vision des dépenses publiques qui, apparemment, aurait tout de même rapporté gros, record d'audience à la clé. Bref, venons-en au vif du sujet, la course et son édition 2023. La première étape est une nouveauté pour le Down Under, un prologue de 5,5 km sans aucune difficulté. Historiquement, le contre-la-montre, pourtant discipline maîtrisée à la perfection par les Australiens, n'était jamais à la carte du Tour national. La raison avancée serait purement logistique, éviter que les formations du monde entier aient à embarquer du matériel spécifique supplémentaire. C'est un argument tout à fait recevable et qui montre que la course a conscience d'elle-même et de son positionnement stratégique dans le calendrier. Bon, quoi qu'il en soit, les 5 petits kilomètres de l'exercice individuel ne devraient pas bouleverser le classement général, ni même empêcher un sprinter rouleur de bien y figurer. À ce jeu-là, et à état de forme égale, une chose qui n'est absolument pas assurée qui plus est pour une course de reprise, difficile d'imaginer que la victoire, et par conséquent le premier maillot de leader, puisse échapper à Ethan Hayter. Le Britannique, champion en titre de son pays dans l'exercice chronométré, est doté d'une excellente pointe de vitesse autant qu'il s'avère complet lorsque la route s'élève. En 2022, il s'adjugeait le Tour de Pologne sans briller, mais toujours bien placé, et 2 étapes sur le Tour de Romandie, dont une sur le prologue d'ouverture à la ressemblance évidente avec le premier acte du Tour australien. Ajoutons à cela son intérêt pour le classement général pour lequel il dispose d'un profil idéal, et nous avons la quasi-certitude qu'Ethan Hayter jouera toutes ses cartes dès le prologue dans cette lutte à coups de précieuses secondes. Opposons-lui tout de même 2 sérieux prétendants, les Australiens Caden Groves et Rohan Dennis, qui auront à cœur de briller chez eux.
Avant d'aller plus loin, je veux simplement rappeler que je ne suis pas un gourou du pari sportif. Mes pronostics ont comme seul intérêt de mettre en relief le parcours de l'épreuve avec les concurrents et ne doivent, en aucun cas, être pris comme une certitude. Après l'exercice inédit du contre-la-montre, retrouvons des terrains bien plus familiers pour le Down Under, la première étape longue de 149 km. Ponctuée de quelques ascensions peu dissuasives, les formations de sprinters devraient prendre la course en main et auraient tout intérêt à le faire avant la fin de semaine qui pourrait se compliquer quelque peu pour elles. Si le terrain pourrait être un terreau fertile pour quelques échappés, les enjeux du sprint encore trop importants en début d'épreuve devraient être rédhibitoires pour toute victoire en solitaire. Les 10 derniers kilomètres, en partie descendants, devraient être disputés tambour battant et l'on devrait, en toute vraisemblance, assister à une arrivée massive spectaculaire lancée à toute vitesse. En cas de sprint, la formation Jayco pourra compter sur un Michael Matthews toujours présent dans l'emballage final. Mais défait il y a quelques jours lors du championnat d'Australie, Matthews ne semble pas en mesure d'être suffisamment tranchant pour devancer ce que je perçois comme favoris, Caleb Ewan, Brian Coquard, Phil Bauhaus et Caden Groves. Il faut tout de même préciser que Caleb Ewan sera, pour cette course, au sein d'une équipe de coureurs australiens invités, sa formation Lotto ne faisant plus partie du World Tour et ne bénéficiant pas de wildcard. Il devra alors œuvrer seul pour s'imposer. Même analyse pour Caden Groves, fraîchement arrivé au sein de la formation Alpecin de Koenig, dont il subsiste toujours des doutes quant à leur capacité à emmener le sprinter australien vers les sommets. Coquard, lui, est un habitué des débuts de saison canon et devrait être bien placé au moment de croiser la ligne d'arrivée. Il faudra également compter sur l'allemand Phil Bauhaus, toujours imprévisible, qui pourra compter sur le précieux travail de Niklas Arndt pour l'emmener dans les meilleures conditions. Au rang des dangers potentiels, les formations Bora et Wanty ont également de solides arguments. Salut, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'avais totalement oublié d'enregistrer mes propos relatifs à la deuxième étape. Alors, en réalité c'est la troisième, mais vous savez on ne compte pas à partir du prologue. Du coup, je vais essayer, je suis désolé, ce sera peut-être pas un résultat très satisfaisant, mais de raccrocher les wagons tout de suite et de résumer ce que j'étais censé vous dire. D'autant plus que cette deuxième étape, elle est sur le papier super intéressante, parce que il est probable que certains sprinters ne parviennent pas à résister aux différentes ascensions. Alors, c'est pas non plus impossible que certains, je pense à Coquard ou Matthews par exemple, qui sont des coureurs qui résistent plutôt bien à la déclivité, voilà, c'est pas impossible que ces sprinters-là arrivent dans l'emballage final, qui à mon avis ne sera pas un sprint massif, à proprement parler, peut-être un groupe de trentaine de coureurs, mais c'est surtout un terrain qui, dans cette longue tradition du Down Under, risque d'être propice aux baroudeurs, aux échappés. Voilà, il y en a beaucoup dans le peloton qui ont des choses à jouer, et je pense que, d'autre part, c'est pas forcément le bon moment pour les favoris de se montrer, même si le terrain pourrait sembler intéressant, mais j'ai l'impression que les ascensions, à l'exception de la dernière, sont un petit peu trop loin de l'arrivée pour pouvoir tenter quelque chose sans brûler toutes les cartes qu'il resterait soit pour l'étape, soit aussi pour la suite de l'épreuve. C'est une course de 6 jours, donc ça va vite. Voilà, donc je pense qu'on pourrait assister à une échappée, et c'est super intéressant de suivre les étapes qui se destinent à ce genre de coureur-là. C'est une étape qui est ouverte, en réalité, et voilà. Bon, désolé, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avec ses 2,4 km à 9% de moyenne et son sommet à 6 km de l'arrivée, la troisième étape a plus de chances d'échapper aux sprinters. Certains coureurs, qui plus est intéressés par le général, pourraient alors se montrer. Je pense à Alberto Bettiol, dont le dernier Tour de Suisse et la Grande Boucle ont rappelé ses qualités de puncher, à Pello Bilbao, explosif et particulièrement adroit en descente, à Daryl Impey, tout de même double vainqueur du classement général de l'épreuve, mais également à Michael Matthews, Luke Plapp, Marco Haller, Simon Yates ou de nouveau Ethan Hayter. Bref, vous voyez à l'évocation de tous ces noms que le final de cette troisième étape est loin d'être joué d'avance. Il n'est pas non plus exclu qu'un vrai sprinter parvienne à passer la bosse. La quatrième et avant-dernière étape est sans doute la moins difficile de l'ensemble de l'épreuve. Son dernier kilomètre en légère ascension n'a clairement pas de quoi décourager les sprinters en forme. Attention cependant à une lutte où pourraient bien se mêler d'autres typologies de coureurs comme ceux cités pour l'étape précédente. Bon, je vais pas vous refaire la liste de ceux que j'envisage comme potentiels vainqueurs de l'étape. À ce stade de la compétition, les états de forme de chacun seront de bien meilleurs indicateurs. Pour la cinquième et dernière étape, pas de Willunga Hill, le fameux juge de paix auquel les organisateurs nous avaient habitués. Pour cette édition 2023, le Down Under innove à son niveau et nous propose une nouvelle ascension, la montée de Lofty. 1,3 km et ses passages à 13% que les coureurs auront à gravir à 5 reprises sur un parcours long de 111 km. La première chose à noter, c'est que si les organisateurs nous ont gratifié d'une ascension si courte, elle est en réalité plus longue qu'il n'y paraît. Le curseur pour délimiter le début de la montée ayant été volontairement placé proche du sommet, néglige alors son approche qui n'est pas des plus faciles. Une étape trop difficile pour les sprinters implique indéniablement que leurs formations ne prendront pas à leur charge la poursuite des échappés. Les 111 km devraient, eux, inciter les attaquants à se jeter sans retenue dans la bataille dès les premiers tours de circuit. Il est fort à parier que les écarts au classement général seront encore suffisamment faibles pour qu'une bonne poignée de coureurs ait encore un coup à jouer. On devrait donc assister à une vraie course de mouvement.
On en a terminé avec le traitement du parcours et l'évocation de quelques noms qui devraient bien y figurer, et avant de conclure, j'aimerais aborder un point avec vous qui revêt d'une importance toute particulière à l'heure des réseaux sociaux et de la circulation à grande vitesse de l'information. J'enregistre cette vidéo quelques jours avant le départ de l'épreuve, et je dois bien avouer éprouver une certaine difficulté à comprendre dans quelles conditions est-ce que je vais pouvoir regarder la course. On parle d'une compilation des meilleurs moments de l'étape sur Eurosport, d'une diffusion non linéaire sur l'équipe, bref, c'est compliqué de savoir à quelle sauce on va être mangé. Oui, les choix de réalisation induisent toujours un sens de lecture à la course. Le direct n'échappe pas à la règle, on voit ce que l'on accepte de nous montrer et on tâche d'analyser en fonction des éléments qui nous sont fournis. Le format best-of est lui d'autant plus critiquable, et c'est bien la première chose qui me déplaît de cette actualité. J'ai bien conscience que peu de spectateurs trouveront un réel intérêt à regarder une course dans son intégralité. Mais s'en tenir au meilleur moment implique une hiérarchisation du contenu, en privilégiant par exemple les sprints intermédiaires, les attaques des favoris ou l'emballage final. Le risque là-dedans réside dans la perte d'éléments critiques qui permettent de construire une analyse complète et argumentée. Un fait de course qui aurait été éludé ou quelques signes avant-coureurs d'une défaillance d'une formation dans la construction du train par exemple peuvent être des éléments riches d'enseignement que le best-of aurait tendance à mettre de côté pour privilégier l'action. En toute honnêteté, je reconnais bien que ce sont des problématiques qui me sont très personnelles et qui, dans l'ensemble, n'empêchent en rien de profiter de l'aspect purement compétitif et de la satisfaction qui lui est liée. En revanche, un élément beaucoup plus communément admis comme étant problématique demeure celui de l'instantanéité et de la mise à l'agenda. Le Down Under est une course World Tour. À ce titre, elle devrait pouvoir bénéficier d'autant d'opportunités que d'autres de ce type pour construire sa renommée. Pourquoi le Tour des Émirats Arabes Unis est-il diffusé en direct tous les après-midi? Pourquoi Liège-Bastogne-Liège et Milan-San Remo peuvent être diffusés en intégralité quand la course australienne, elle, n'a le droit qu'à une vulgaire compilation de ses meilleurs moments? Nous autres Européens partageons des fuseaux horaires relativement similaires, et un sport aussi eurocentrique que l'est le vélo a pris l'habitude d'œuvrer en regard des habitudes de vie de sa population. Les courses, c'est l'après-midi, le week-end pour celles qui ont le plus de chance. À ce titre, l'investissement financier nécessaire à la diffusion d'une course cycliste est passablement rentabilisé par la promesse d'une audience disponible pour regarder la course entrecoupée de précieuses publicités. Pour une course australienne, dont l'arrivée devrait avoir lieu aux alentours de 6h du matin chez nous, eh bien, c'est plus délicat de pouvoir en assurer la visibilité. Résumons ceci en estimant que pour une chaîne de télévision, l'investissement n'en vaut clairement pas la chandelle. Et justement, ici, on parle du modèle télévisuel. Le problème, c'est qu'à l'heure des réseaux sociaux, à la seconde même où un cycliste coupe la ligne d'arrivée à l'autre bout du monde, la photo finish est publiée, l'actualité est débattue vivement, puis remplacée par une autre dès que la carcasse est dépouillée et que tout le monde s'en est désintéressé. Venir après la bataille pour une chaîne de télévision serait d'ores et déjà perdu d'avance. Et mon long plaidoyer avait pour but d'en arriver là. Le Down Under a tout simplement été abandonné par l'Europe sur la table de la rentabilité. Pourtant, des solutions alternatives existent, et sans parler des VPN ou du flirt avec la légalité, les plateformes numériques affiliées aux grands groupes médiatiques pullulent avec leurs formules d'abonnement censées pouvoir s'affranchir de la publicité. Même des courses européennes ont fait l'objet de vives critiques puisqu'essentiellement diffusées sur ces plateformes. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Comme on estime que personne ne regardera la course, elle n'est pas diffusée, et comme elle n'est pas diffusée, personne ne la regarde. Voilà, je ferme la grosse parenthèse Down Under avec des sujets qui me tenaient à cœur d'aborder pour vous. Je ne suis pas certain de faire une vidéo pour débriefer des résultats, d'autres compétitions arrivent, sans doute accompagnées d'autres faits d'actualité également. Dans tous les cas, je vous invite à suivre la chaîne pour plus de contenu, et je vous rappelle que j'ai lancé mon magazine mensuel que vous pouvez retrouver sur Patreon, plus d'informations en description. À la prochaine.